À mon tour, je vous souhaite donc la bienvenue sur ce webinaire et voilà les différentes thématiques des innovations de Enix dans cette version 23.06. Alors, elles concernent beaucoup de domaines d'activité, pas forcément tous utilisés aujourd'hui par vos équipes. Je n'aurai pas le temps de tous les présenter, malheureusement, parce que là, il faudrait un peu plus que le temps imparti. Par contre, je vais essayer d'en balayer les principales. Et n'hésitez pas à la fin de revenir, si vous voulez, revenir vers nous pour qu'on approfondisse ultérieurement un point parmi la liste qui est ici. Donc, pour vous présenter et balayer une grande thématique ou essayer de voir un maximum de fonctions, je vais prendre un fil conducteur qui est en fait la conception dans laquelle vous travaillez et notamment au départ la conception des pièces dans la logique habituelle à travers la modélisation qu'on appelle explicite. C'est tout ce qui est navigateur d'esquisse et modeler que vous connaissez bien. Les points particuliers autour de Enix dans cette version, c'est un retour, on va dire, du sketcher historique. Si vous vous rappelez un peu les versions précédentes, dans Enix, il y a eu un cap qui a été franchi, un basculement autour de la version NX 1953, où on a vu apparaître un nouveau sketcher. Une nouvelle façon de modéliser avec des nouvelles fonctionnalités pertinentes, efficaces, à travers une modélisation, on va dire, un peu synchrone, la détection de pas mal de choses par NX sur ce qu'on fait au fur et à mesure, mais c'était en fait mettre le pied dans un nouveau monde. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs avaient un peu de mal à franchir le pas, et c'était surtout un point délicat sur les anciennes modélisations qu'on avait à gérer. Donc ce point-là va évoluer. On a également des évolutions sur de l'amélioration du côté intuitif dans le nouveau sketcher. Donc je vous redétaille ces points-là les uns après les autres, et on va avancer au fur et à mesure sur le développement d'une pièce de différentes manières, et puis on arrivera bien sûr à la partie Team Center, comme on l'a évoqué en introduction. Donc, le nouveau sketcher et l'ancien sketcher, maintenant, cohabitent. Vraiment, il était possible, même dans les versions récentes de NX, de toujours travailler avec l'ancien sketcher, qu'on appelle ici le sketcher historique. La nouveauté particulière de cette version 23.06, c'est qu'en fait, le basculement de l'un à l'autre peut se faire d'abord sans redémarrer NX, et aussi peut se faire entre deux esquisses d'une pièce déjà existante. Si vous avez développé une pièce il y a 4-5 ans, elle était très fortement ou très certainement sur le sketcher historique. Aujourd'hui, vous devez apporter une modification dans l'esquisse existante, vous pouvez aller la remodifier, la conversion n'est plus obligatoire. Et si vous faites une nouvelle esquisse pour rajouter un enlèvement de matière, par exemple, eh bien, vous pouvez travailler soit dans l'ancien sketcher, soit dans le nouveau. C'est un basculement qui est possible au sein d'une même pièce, avec ici les fonctions comme on le voit là sous forme d'icône pour basculer de l'un à l'autre. L'idée autour de ça, dans le domaine de l'éco-conception, c'est de ne pas devoir refaire ce que vous avez déjà fait et pouvoir le modifier le plus rapidement possible. Une demande qui était aussi très forte de la part des clients, c'était pour répondre à un petit problème qui était autour du nouveau sketcher, qui était en fait l'identification des esquisses sur contrainte. Et bien ça, aujourd'hui, ça a été pris en compte. Ça a mis un peu de temps, mais ça a été pris en compte. Et comme on peut le voir ici sur la partie droite, et bien maintenant, quand il y a une esquisse sur contrainte, parce qu'ici, on a en fait un point d'accroche sur le repère et également une distance à 0. Les deux contraintes donnent la même chose. Maintenant, c'est mis en évidence, c'est mis en rouge dans l'esquisse en tant que telle et également dans le navigateur des relations persistantes. Donc ça, c'est un point intéressant qui évite de se casser la tête sur des éléments, donc c'est plus rapide et plus efficace. Une évolution aussi autour du rectangle, forme assez simple, mais qui peut être dessiné sous différentes manières, en deux ou trois points. L'intérêt, comme on le voit sur la vidéo, c'est que maintenant, quand on dessine un rectangle par sa diagonale, eh bien, en fait, la diagonale est considérée comme un axe
de construction, un axe de référence sur lequel on peut facilement s'appuyer pour faire les cotations, du coup, les dimensions du rectangle et aussi les positionnements au niveau de l'axe de rotation, différentes choses. Ça, c'est quelque chose qui apparaît de manière un peu plus simple maintenant dans NX, et tel qu'on le voit actuellement, eh bien, on peut jouer sur le navigateur de relation pour facilement piloter ce rectangle et du coup l'adapter en termes de disposition. Pareil, autre élément assez simple, tracer une courbe avec une spline. On sait que une spline peut être définie par des points de passage ou par l'épaule. Le basculement de l'un à l'autre n'était pas forcément évident. En tout cas, maintenant, il est plus intuitif, que ce soit au niveau de l'esquisse en tant que telle ou à travers les menus, comme on le voit ici sur la barre de ressources, pour avoir accès à l'affichage d'épaule, ou directement, quand vous éditez une spline, vous pouvez choisir de l'afficher à travers ses pôles ou à travers ses nœuds, les points de passage. Donc ça peut être basculé de manière assez rapide pour être capable de mieux contrôler ou piloter ou donner une forme générique ou générale, globale à la spline. Autre élément, toujours dans l'idée d'être plus efficace au sein du sketcher, la fonction rattacher l'esquisse. Fonction qui était parfois utilisée, qui était assez utile quand on avait été un peu trop vite pour positionner l'esquisse sur un plan. Aujourd'hui, l'avantage de cette fonction, c'est qu'elle dispose d'une fonction aperçue. Ce qui fait que quand on a sélectionné le plan et les axes d'orientation ainsi que le point d'origine, eh bien, on peut avoir un aperçu rapide de ce que ça va donner directement pour voir avant de valider. Ça évite de sortir de la fonction, de se rendre compte que ce n'est pas bon, revenir et remodifier. Voilà, c'est toujours plus intuitif et plus efficace. C'était aussi une des demandes clients. Sur les courbes miroirs, nouvelle évolution, je la passe assez rapidement. L'élément intéressant, c'est que maintenant, en fait, on peut définir si la courbe d'origine ou l'axe sont ou pas des éléments qui basculent en référence. C'est ça les différents éléments, et ça, c'est à travers des cases à cocher dans la boîte de dialogue. Les éléments de congé. La modélisation de congé permet donc bien sûr de casser les angles à travers un arrondi, mais la relation de tangence n'était pas forcément automatiquement identifiée comme une relation pérenne ou une relation de lien entre l'arc de cercle et les bords en fait, de votre rectangle ou de votre pièce. Maintenant, ils sont clairement identifiés de cette manière, ce qui fait que quand vous allez modifier vos éléments, vous allez pouvoir gagner en efficacité. Justement, puisqu'on parlait des relations, un point délicat du nouveau Sketcher, c'était en fait de se dire comment est-ce que je peux, à la demande, désactiver une relation que NX a identifiée pour pouvoir modifier une dimension. On le voit là sur la vidéo, hein, on peut basculer. NX, en fait, déduit des choses et donc, parfois, on se dit, oui, tu l'as déduit, mais moi, je ne veux pas que tu le déduises et je veux garder la souplesse. Aujourd'hui, la fonction ignorer les relations a été enrichie pour être capable de sélectionner de manière individuelle, point par point, ou relation par relation, celle qu'on va garder, qu'on va masquer, qu'on va désactiver temporairement. Donc là aussi, on gagne en simplicité et en efficacité à travers une boîte de dialogue précise et non plus simplement aller cliquer sur la contrainte ou la relation qu'on veut désactiver et cumuler comme ça les différentes actions. C'était un point qui ralentissait la convivialité dans le nouveau modeler, dans le nouveau sketcher. Aujourd'hui, c'est amélioré. Donc ça, ce sont les éléments qu'on a apportés qui ont été apportés en termes de modification autour du sketcher. Je passe, on va dire, au groupe de nouvelles fonctionnalités suivants autour de l'étude de pièces, puisque on a démarré sur le sketcher. Au niveau des pièces en tant que telles, on remonte au fur et à mesure. Le premier élément qui est assez intéressant, toujours en termes d'efficacité et d'ergonomie,
c'est la fonction comparer le corps qui a été améliorée parce qu'elle maintenant elle s'appuie sur le module HD 3D pour avoir un rendu visuel plus efficace. Comme on peut le voir ici sur la droite, vous avez une première pièce dans sa première version. Il y a une modification qui a été apportée, qui est ici représentée en vert sur la partie inférieure de la capture d'écran. Eh bien, l'outil de comparaison d'objets à travers le visuel HD 3D permet maintenant d'avoir une vue synthétique superposée des deux pièces. Comme ça, vous pouvez voir les modifications qui ont été apportées et bien comprendre avec un visuel de couleur que vous pouvez définir ici dans la boîte de dialogue. Vous pouvez voir exactement quelles ont été les évolutions. L'idée, c'est quoi? C'est toujours de dire, j'ai une première version de pièce, je la fais évoluer, je vais générer une nouvelle référence dans mon PLM et tous les éléments, mais quand je reviens par la suite, je trace en fait les évolutions. Et si on a une validation à faire avec un client ou dans une réunion de validation de pièces, on peut vraiment tracer et se rendre compte rapidement de l'évolution et de l'amélioration apportée à une pièce. Encore une fois, l'idée, c'est d'être plus efficace et de travailler de manière plus agréable et plus pertinente. Autre élément aussi, toujours sur des pièces pour laquelle on a l'historique en fait de construction, c'est que dans l'outil de sélection à travers le quick pick ou à travers le clic droit d'une sélection sur une pièce, on pouvait donc voir apparaître les différents éléments. Maintenant, on peut sélectionner directement ou on peut même filtrer le type de primitive qu'on va souhaiter récupérer. Au lieu de sélectionner simplement une arête, une face ou ainsi de suite et de reconstruire les éléments, vous pouvez filtrer pour dire je ne veux voir dans le quick pick que les extrusions. Vous avez également ici la liste des primitives prises en charge pour tout ce qui est corps extrait, face extraite, pardon, ici pour la traduction, et les différents éléments. Donc ça, c'est encore une fois l'idée d'aller plus vite. Ça me permet d'enchaîner sur les méthodologies de conception de manière générale. Tel qu'on l'a vu jusqu'à présent dans cette présentation, on travaille sur les modélisations dites historisées, construites à travers notre conception, les esquisses, les générations de volume. Ce qui est important de rappeler de manière générale dans NX, il est possible de travailler sous différentes méthodes, dans une logique de conception à travers des conceptions dites génératives, c'est-à-dire qu'on définit un volume et à ce moment-là, c'est NX qui développe en fait, qui modélise la matière dans ce volume. C'est donc la modélisation dite implicite. On peut avoir aussi de l'optimisation topologique. Là, c'est NX qui fait des calculs de matière, cette fois à travers des critères extérieurs, de résistance, de poids. Ce sont des éléments possibles. On a aussi une modélisation dite algorithmique, ou à travers ici une modélisation en arbre. On va construire une modélisation où on va appliquer en fait une tâche répétitive qui va se déployer sur des éléments variables, comme par exemple ici la face sur la face du cône sur laquelle on vient faire le maillage en losange. Donc si vous modifiez bien sûr la forme de base sur laquelle la fonction de modélisation algorithmique s'appuie, eh bien le résultat va suivre. L'idée c'est quoi? C'est évidemment de concevoir plus rapidement, de manière plus sécurisée, plus sûre et indirectement de produire au plus juste. Vous imaginez bien que dans une modélisation topologique, basculer de cette forme ici en bleu pour soutenir le réducteur à cette forme qui est elle ici en bleu, à travers des nouvelles techniques de fabrication, que tout le monde connaît maintenant, c'est la fabrication additive, eh bien, on a un gain de matière, on a un gain d'étude, on a aussi un gain de légèreté sur l'élément embarqué. Alors, ça peut être un véhicule électrique, un avion, tous ces éléments-là, bien sûr, apportent du gain, de l'efficacité, et donc améliorent le produit dans l'idée de l'éco-conception. C'est une vision globale de Siemens pour que vous et nous, en tant que concepteurs, on apporte et on contribue
à la logique de l'éco-conception sur l'ensemble de la durée de vie du produit. Donc, dans cette logique, Siemens a mis en avant des fonctionnalités et continue à développer notamment la modélisation algorithmique. Je dis notamment parce que j'ai fait une petite sélection. Maintenant, dans une modélisation algorithmique, on a la possibilité de définir des commentaires, des annotations, là aussi de manière récurrente ou régulière dans la fonction algorithmique. Simplement ici en disant j'affiche ou pas le texte de sortie pour être capable de faire une révision de ma modélisation algorithmique plus rapidement. Je peux aussi, dans la modélisation algorithmique toujours, travailler sur les couleurs des objets, sur les différents volumes qui seront générés. Encore une fois, c'est plus convivial et ça améliore la traçabilité et la révision et la validation des produits. Justement, dans la validation des pièces, on est amené à travailler plus rapidement pour répondre aux différentes exigences et la robustesse d'un produit. Et donc, il y a une nouvelle fonction qui est apparue dans cette version 23.06, qui est le module Performance Predictor. L'idée, c'est quoi? C'est bien sûr d'évaluer les performances de la pièce. Et là, on peut penser à tout ce qui est fonction de calcul, avec l'outil Siemens qui s'appelle SimCenter 3D. Mais souvent, cet outil SimCenter 3D prend beaucoup de temps en fait, pour les calculs. Les calculs sont très efficaces, très pertinents, mais on ne peut pas se permettre de le faire pour chaque pièce. On le fait sur des éléments plus conséquents parce qu'on s'appuie sur la modélisation, calcul par élément fini et tous ces éléments-là, ça prend plus de temps. L'idée de Siemens, c'est de mettre à disposition du dessinateur, du concepteur, un outil simple qui permet d'évaluer directement les performances de sa pièce. Par exemple, sur cette pièce-ci, le volume qui est ici va jouer en fait sur la robustesse de l'ensemble de la pièce, de par son positionnement selon l'axe sur lequel la force sera appliquée, la force qui est ici à l'extrémité. Ça, dans vos développements, c'est un élément qui peut vous amener à des itérations successives entre une phase de conception, une phase de calcul, et ce, de manière répétitive pour arriver à une pièce validée, correctement prête et robuste pour être mise sur le marché. Avec l'outil NX Performance Predictor, la simulation et le design se font de manière plus rapide. Et donc, vous pouvez tester sur des petites pièces la robustesse à chaque itération. Et donc là, vous avez un gain de temps sur la conception. Vous le voyez à travers cette vidéo, que je vais un peu accélérer si besoin, le basculement d'une application à l'autre, d'un environnement à l'autre, est assez rapide. On est toujours dans la partie modélisation de NX. On active le module Performance Predictor. Et ce module de performance va construire une analyse simplifiée à travers des critères que vous allez pouvoir définir. Donc ces critères sont autour d'un volume, d'une pièce, en fonction de la matière, et sur lequel vous allez appliquer des contraintes au niveau des éléments. Alors la partie matière se définit de manière assez fine et précise, et peut s'appuyer sur la bibliothèque matière de NX, voire de TeamCenter, si vous êtes en centralisé, en mode connecté. Et ensuite, on définit, j'avance un peu, les différentes contraintes pour notre analyse. Ici, par exemple, on va avoir un axe fixe sur lequel on peut tourner, et on va appliquer une force à l'extrémité. Il va donc en résulter des éléments de modification qu'on va retrouver ici, des contraintes pour la fixation, avec le degré de liberté. On va appliquer également ici une contrainte d'appui, plan, et on va appliquer une force ici au bout de la pièce. En lançant le mode de calcul assez rapide, vous voyez là on est en temps réel, la mise à jour nous donne le déplacement de l'extrémité. Le module est très rapide. Il n'y a pas de cycle de calcul qui peut prendre jusqu'à 5 à 10 minutes sur des pièces aussi simples à travers des calculs par élément fini. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même aussi, dans cet outil, définir donc les résultats de résistance
Là, on peut voir l'évaluation en fait la descente en fait de la pièce en fonction de la force, pardon. Mais on va aussi pouvoir déjà générer plusieurs analyses à partir de cette première étude. Voilà, c'est ce qui se fait également. On clone cette première analyse pour en définir une seconde. Et là, au lieu d'appliquer une force en Z de 5000 newtons, on va pouvoir appliquer par exemple une force de 3000 newtons pour voir un peu ce qu'il en est. On aurait pu aussi faire une évolution de géométrie pour que cette zone ici qui est en appui soit un peu plus proche de l'articulation. On aurait eu d'autres résultats. Okay, c'est ce qui se fait ici sur la fin. Là, à travers la deuxième analyse, on peut donc modifier les différents éléments et retravailler ces éléments-là. Donc le module Performance Predictor permet vraiment de manière assez rapide d'avoir un premier résultat de calcul selon un contexte défini pour que vous puissiez déjà construire et valider en fait la modélisation et votre conception. Je passe à la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra y revenir par la suite. Donc, une fois qu'on a modélisé une pièce, bien sûr, on n'a pas une pièce pour une pièce, on a les évolutions aussi sur le module des assemblages. Et là, les éléments pertinents de cette version vont toucher le fait qu'on travaille à plusieurs sur le côté multi-utilisateur. Ça, c'est vraiment, je dirais, la fonctionnalité la plus pertinente de cette version. Et ensuite, il y a des évolutions concernant l'ergonomie du logiciel que je vais vous rebalayer. Donc, le fait de travailler à plusieurs, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour Siemens et pour nous aussi, hein, d'être capable pour que vous, au sein de votre bureau d'études, vous puissiez travailler à plusieurs sans vous marcher sur les pieds pour développer plus rapidement vos pièces. Ces éléments-là sont pris en compte à travers, on le voit ici à travers la vidéo, sur des éléments aussi simples qu'un cube et un cône. On a donc deux utilisateurs qui travaillent en même temps sur l'assemblage et chacun peut faire des modifications sur une pièce. L'élément de travail et l'évolution au niveau donc au niveau des fonctionnalités, c'est donc le multi-user qui se met en place à travers ici la logique de notification pour qu'on puisse voir les différentes versions de pièces. On les affiche, on les fait vivre, on les met à jour ou pas au niveau des éléments. On a ici donc remplacé le cône par une sphère, tout simplement. C'est la version suivante de la pièce. Le premier utilisateur décide à un certain moment d'intégrer cette mise à jour ou pas au niveau du système, suite à la notification qu'il a reçue. Ce travail peut bien sûr se faire dans un environnement connecté à Teamcenter, mais peut aussi se faire en mode déconnecté. Les autres éléments concernent donc l'ergonomie du navigateur d'assemblage, où on peut maintenant faire du tri dans les différentes pièces en fonction de leur nom ou à travers des critères définis par l'utilisateur. Ça, c'est intéressant, parce que quand on a dans l'ensemble de références de pièces, c'est parfois plus pertinent de le retrier. On peut aussi voir une évolution au niveau des contraintes. Alors, la première évolution, c'est la barre d'outils en tant que telle, en haut, dans l'application des assemblages, où les icônes sont maintenant dissociées. Elles ne sont plus cachées derrière une seule icône. Et on a aussi la possibilité de basculer une contrainte vers un autre type de contrainte. Donc ça, ce sont des éléments intéressants parce qu'on peut avoir des changements au fur et à mesure de nos modélisations et de nos conceptions. C'est ce qu'on voit ici sur l'interaction entre les contraintes. En sélectionnant une contrainte, on peut faire un clic droit et convertir une contrainte. Alors, je ne sais plus quelle était la contrainte ici au départ, mais là, on pourrait la convertir en contrainte de distance ou en contrainte angulaire, simplement à travers 2 clics. Il peut être nécessaire parfois de redéfinir ou de resélectionner les objets,
mais de manière assez simple, on n'a plus besoin de supprimer la contrainte qui était faite pour en définir une nouvelle. L'élément intéressant aussi dans la suite des assemblages, même si l'écran est un peu coupé, c'est que le module, enfin l'ensemble de la suite logicielle NX peut être utilisé pour faire de la validation de la pièce, mais aussi de ces machines de fabrication. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, c'est toute la partie jumeau numérique de machines qui a évolué. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, je rebalaye les quelques évolutions en termes de fonctionnalité. Cette fois, non plus sur de la conception d'une pièce en tant que telle, du produit que vous vendez, mais aussi de son mode de fabrication. Donc, il y a des améliorations qui ont été apportées autour des surfaces de transport, où on définit maintenant plusieurs types de surfaces de transport. Bien sûr, ça sollicite des performances qui ont été améliorées. On peut avoir donc des convoyeurs à pistes multiples, comme on les voit ici, des convoyeurs à bande circulaire, des convoyeurs à rouleau, et même une surface de transport hélicoïdale. Ça, c'est juste pour modéliser la descente de la pièce par la gravité. Ça nécessitait pas mal de ressources à NX MCD, Mechatronic Concept Designer. C'est quelque chose maintenant qui est facilement modélisable. On a aussi des fonctions améliorées dans la cinématique inverse. Pour rappel, la cinématique inverse, c'est notamment utilisé en robotique ou à partir de quelques points de passage liés à l'environnement de votre machine, eh bien, on va calculer la trajectoire du robot passant par ces points de manière optimisée. Donc, cette fonction de cinématique inverse a évolué puisque maintenant, on peut travailler sur 2 points de prise sur 2 corps. C'est cette fonction qui peut être intéressante. On peut aussi mieux définir des pauses et les durées de chaque étape entre chaque point de passage. On a également la possibilité de faire des captures d'arrangement depuis la simulation du jumeau numérique dans le player. Et là, on revient sur des éléments intéressants en termes de conception de machine, cette fois. C'est que on peut, dans un premier temps, construire plus facilement des documents de présentation de la machine, mais aussi faire une capture pour rediscuter après en équipe de conception d'un état particulier de la machine. Quand vous faites une simulation du fonctionnement de la machine, vous pouvez avoir un comportement qui n'avait pas été évalué en étude, qui est vu dans le jumeau numérique. On en fait une capture et donc on est capable de remettre la machine dans cet état pour être capable de réfléchir ensemble sur la conception mécanique, électrique et automatisme de la machine. J'arrive au dernier, je dirais, gros thème de ce webinaire. C'est tout ce qui concerne la traçabilité de vos conceptions. Et je pense que vous l'avez déjà compris. En fait, c'est la partie PLM à travers les évolutions apportées par Siemens dans le connecteur entre NX et TC. C'est un élément qui a été assez intéressant, qui a été mis en œuvre pour améliorer et apporter des améliorations sur les points qui sont listés ici. L'idée première, c'est d'améliorer en fait l'intégration et la cohésion entre NX et Teamcenter. Depuis plusieurs versions, on possède, vous savez qu'on peut utiliser Active Workspace directement dans NX. Et bien maintenant, vous allez voir une barre de ressources, une barre d'onglets dédiée Teamcenter directement dans NX, comme vous avez la barre modélisation, la barre surface ou les assemblages. On a également des éléments intéressants autour de la fonction ou du module NX diagramme qui permet de modéliser des conceptions de circuits hydrauliques, par exemple. Et bien maintenant, on travaille en mode connecté. On a aussi, je vais basculer sur les différentes fonctions, on a aussi tout ce qui est plusieurs améliorations qui ont été intégrées dans l'environnement d'Active Workspace pour ouvrir une pièce vers NX depuis Active Workspace, alors directement dans NX ou depuis Teamcenter, selon les éléments. Mais on peut aussi préciser
on va dire, le contexte d'ouverture d'une pièce. On peut ouvrir le produit, on peut ouvrir la pièce, mais on peut aussi travailler sur les éléments environnants de la pièce. Vous pouvez par exemple ouvrir la pièce et définir un environnement, c'est-à-dire qu'on va ouvrir cette pièce plus toutes les pièces autour dans une distance de, par exemple, 5 ou 10 cm pour avoir un peu de contexte et pas simplement avoir votre pièce sans avoir besoin de charger votre assemblage complet. Vous allez du coup pouvoir sélectionner les occurrences avec ou pas les éléments, les sous-ensembles ou pas de votre pièce. On a aussi donc différents cas d'usage au niveau de l'export des assemblages depuis Active Workspace ou 6.3 pour être capable de jouer en fait sur la capacité à exporter en temps masqué, c'est-à-dire en arrière-plan, donc sans pénaliser votre machine. C'est-à-dire que l'export va se faire sur le serveur où tout l'ensemble de votre modélisation est archivé et stocké. Et ça ne pénalise pas votre poste en tant qu'utilisateur. L'interface de connexion entre NX et Teamcenter a été mise à jour. Ici, là, dans la phase de connexion à Teamcenter. Et aussi, cette barre d'icônes, comme je vous le disais, à travers la barre d'accueil ou des assemblages, on retrouve maintenant la barre Teamcenter avec les fonctions principales et couramment utilisées entre NX et Teamcenter pour, par exemple, faire l'ouverture de plan, pour aller rechercher des informations Teamcenter, pour importer ou exporter un assemblage. Tous ces éléments-là, maintenant, sont disponibles dans la barre de NX directement pour récupérer les informations. Ça permet plus rapidement d'avancer sur les éléments et donc de travailler de manière plus concertée entre NX et Teamcenter. Je reviens sur le slide qui était en fait au début de mon intervention, maintenant sous forme de synthèse, pour vous rappeler tout simplement que il y a beaucoup d'évolutions dans cette version 23.06. J'en ai présenté quelques-unes, mais bien sûr, elles ne sont pas les seules. Selon vos domaines d'activité, il peut y en avoir d'autres sur lesquels on pourra revenir ensemble plus tard. N'hésitez pas à revenir vers nous ou à poser des questions. J'en ai terminé, moi, de mon côté. Je vous remercie pour votre attention sur cette présentation. Merci beaucoup, Vincent.